Madame, Messieurs, bonjour. Le décryptage des informations ici chez WAB Information TV. Nous revenons sur les actualités de l'ère, comme vous le savez très bien. Boycott du M23 dans les discussions de Luanda face à face avec le gouvernement congolais. Nous allons revenir encore sur la rencontre entre les présidents congolais et le président rwandais Paul Kagame dans cette émission qui reçoit Monsieur Nikez Kibelbel, qui est donc un chercheur. Il est également partenaire à notre média WAB Information TV. Bonjour et bonne arrivée, Nikez. Bonjour et merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois. Dites-nous comment analysez-vous les faits que nous allons discuter ces derniers. Oui, ces dernières 48 et 24 heures, l'actualité a été bousculée, effectivement, comme vous l'avez dit. Et d'abord, la rencontre de Luanda qui devait opposer le gouvernement congolais au M23. Et finalement, en dernière minute, le M23 a décliné l'offre. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, cette rencontre spectaculaire, si je peux ainsi m'exprimer, entre le président Tshisekedi et le président Kagame au Qatar, à Doha. Et dans la première partie, la rencontre de Luanda, il faut analyser, il faut ressortir beaucoup de choses. Le M23, qui réclamait effectivement les négociations ou les dialogues, a finalement jeté l'éponge en arguant que les sanctions prises par l'Union européenne, qui sont sorties la veille, était un handicap au dialogue. Et d'autre part, en disant aussi que c'était un piège tendu par le gouvernement congolais. Mais le gouvernement congolais, la délégation congolaise s'est présentée quand même. Mais là aussi, nous devons ressortir quelque chose d'assez sérieux qui passe inaperçu. Les jeux, appelons ça les jeux, ou la stratégie jouée par le président Tshisekedi, il envoie la délégation et lui se retrouve au Qatar. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays où il n'y a pas eu fuite d'informations. La première fois, c'est la première fois. Et c'était une surprise. Une surprise. Parce que les yeux des Congolais étaient braqués au Luanda. Effectivement, parce que la question qu'on devait se poser, puisque le M23 a annoncé son refus presque 12 heures avant, pourquoi la délégation congolaise s'est retrouvée là-bas? Mais comme je souligne, c'est la première fois que l'information du déplacement du chef d'État n'a pas fuité. Et ça, c'est encouragé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la question encore, la délégation congolaise qui se retrouve, la délégation quinoise ou congolaise gouvernementale qui se retrouve à Luanda, devait discuter avec le président Lorenzo sur quoi? Parce que la feuille de route, elle est connue. La feuille de route, le Luanda s'est arrêté au refus du président Kagame de signer la mise en œuvre de cette feuille de route. Ils devaient discuter sur quoi? La délégation congolaise est allée faire quoi? Est-ce que c'est dans la stratégie du chef de l'État ou c'est comment? Mais bon, voilà les deux grandes actualités qui ont dominé, les 24 heures et qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent à faire parler les gens en tous les sens. Des analyses sortent de tous côtés, de tous les laboratoires pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Parce qu'au Qatar, bien sûr, on a vu le communiqué qui est pratiquement mécanique. Le communiqué n'a pas révélé grand-chose. Le communiqué a dit simplement que les deux chefs d'État se conviennent de continuer les dialogues. Oui. Alors, le Rwanda, le soir, est revenu à sa manière sur le point posé par le président Kagame. Nous le connaissons tous, mais ça laisse tout le monde perplexe. Alors, Monsieur Nikez, vous êtes également directeur général de votre média, je rappelle. Dites-nous, la rencontre de Doha, est-ce que c'est un coup qui profite les Rwandais? Je parle de Paul Kagame, ou bien la République démocratique du Congo, je parle de Félix Tshisekedi. Alors, il faut comprendre, il faut commencer par le commencement. Pendant longtemps, le Qatar était le premier acheteur de l'or congolais, mais à Kigali. Ah bon? Oui. Donc, le Qatar achetait l'or du Rwanda, disons comme ça. Mais tout le monde sait que grâce à la diplomatie, grâce à la diplomatie économique, ce qu'on appelle, le front économique, la RDC est arrivée à convaincre le Qatar de ne plus acheter l'or provenant du Rwanda parce que c'est l'or pillé de la RDC. Donc le Qatar a arrêté. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, le Qatar jouit quand même d'une oreille attentive de deux côtés. Alors,
est-ce que c'est une victoire pour Kagame ou pour Tshisekedi? Disons que, de façon générale, avec un peu d'humilité, c'est une victoire pour Tshisekedi. Pourquoi? Comment? Parce que Tshisekedi a toujours insisté qu'à son niveau et à l'heure qu'il est, le pourparler ou le dialogue devait se faire entre les deux chefs d'État, Kagame et Tshisekedi. Okay. Et ça aussi, c'est dans le cas de la résolution 2773. Ça aussi, c'est la feuille de route de Luanda. Donc, le Qatar est un prolongement de la feuille de route de Luanda où les deux chefs d'État discutent pour trouver des solutions sur ce qui se passe sur le sol congolais. Alors, comment est-ce que le président angolais Joao Lourenço perçoit cette démarche? Alors, je dirais que là aussi, l'Afrique doit se questionner. C'est une défaite de l'Afrique. Regardez le processus. Nous commençons par le processus de Nairobi, avec l'EAC qui n'aboutit pas. On a enjoint le processus, la feuille de route de Luanda, qui n'aboutit pas. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que le président angolais jette l'éponge. Après des critiques du président Kagame, le président angolais jette l'éponge, arguant que, comme il est maintenant président en exercice de l'Union africaine, il ne peut plus cumuler. Donc, il jette l'éponge. Pour lui, c'est une humiliation, on peut dire. Mais nous allons arriver. Nous essayons un peu de décortiquer le processus qui arrivera à la réponse à votre question. Allez-y. Donc, il jette l'éponge, arguant qu'il est maintenant très occupé avec l'Union africaine. Ça se comprend. Et l'EAC et la SADC, et même l'Union africaine, se résout à trouver 3 médiateurs pour le remplacer. Et leurs noms sont cités. Alors, curieusement, un matin, on se réveille, le président angolais convoque le président Tshisekedi pour dire « Ah, désormais, dans une semaine, il y a dialogue avec les M23 ». Donc, il revient sur la scène. Nous avions dit ici, avec des spéculations, que ça pouvait être sur injonction des États-Unis. Mais le président angolais a dit que c'est le président congolais qui est venu lui-même vers lui pour demander le dialogue. Mais est-ce qu'il devait accepter parce qu'il avait déjà jeté l'éponge? Parce que la question, vous la posez sur le président angolais, mais tournons à l'inverse. Que pensent les 3 médiateurs désignés par l'Union africaine? Après ma question. Hein? Oui. Alors, donc, le président angolais, il récupère la situation, croyant être, entre guillemets, au centre de la résolution. Il fixe les rendez-vous au 18 mars. Pouf, le 17 mars, le M23 décline l'offre, pas parce qu'il ne veut pas du président angolais, mais le 18, coup de théâtre, les 2 présidents qui avaient refusé de se retrouver autour du président angolais se retrouvent au Qatar. Donc, c'est une humiliation. Pourquoi? Parce que cela signifie, au simple, que Lourenço n'est pas capable de résoudre le problème. De façon générale, que l'Afrique ne peut pas résoudre ses propres problèmes, ses propres querelles, ses propres conflits. Et c'est comme ça qu'un pays extérieur à l'Afrique peut trouver des solutions. Donc c'est une humiliation. On peut tout dire, c'est une humiliation pour le président angolais. Sauf si lui-même ne comprend. C'est quand même un général. Vous savez que, à la différence des civils, les généraux tiennent plus à l'honneur que les civils. Assurément. Alors, nous espérons que lui aussi nous donnera sa position. À moins qu'il nous dise que c'était préparé comme cela, il savait tout ce qui se passe, mais il est difficile de lui faire beaucoup de confiance avec les 3 échecs, disons comme ça, les 3 échecs qu'il vient de subir. Quant à ces 3 présidents alors? Alors maintenant là, parce que le communiqué de Qatar est mécanique en disant on va continuer le processus, fusionner. Maintenant, nous ne savons pas, est-ce que les 3 médiateurs qui ne sont pas des chefs d'État, parce que quand on est chef d'État, il y a quand même un certain respect. Excusez-moi, les 3 médiateurs qui ne sont pas des chefs d'État, il y a 2 anciens chefs d'État, bien sûr, est-ce qu'ils seront en mesure de remettre tous ces gens autour d'une même table? C'est ça la question qui se pose. Est-ce qu'il y aura un Qatar 2, un Qatar bis, ou il y aura un autre pays qui va prendre? Parce que d'autre part, il faut aussi parler des sanctions. Les sanctions qui mettent le Rwanda dans une position pratiquement, et le Rwanda est à genoux. Même si, bien sûr, il a encore ce qu'on appelle l'orgueil masculin en disant non, en coupant les relations avec la Belgique. Mais le Rwanda, aujourd'hui, a des sérieux problèmes à cause des sanctions. Est-ce qu'on peut dire vraiment que la démarche des Qatar va bien réussir, qui est la démarche de Luanda? Parce que la démarche des Qatar met des présidents sur une même table, mais la démarche de Luanda, qui a avorté, devrait mettre directement les M23 et le gouvernement congolais. Alors,
vu du Congo ou vu des Congolais, on applaudirait la démarche de Qatar. Parce que la démarche de Qatar s'inscrit dans l'échec de la démarche de Luanda du 15 décembre, où les deux présidents devaient signer le document. Et vous savez que le refus de Kigali d'aller à Luanda a eu comme conséquence la reprise des violents combats qui ont fait tomber Goma et qui ont fait tomber Bukavu. Donc, pour les Congolais, Qatar est à saluer. Même si on ne connaît pas encore les contours, mais puisqu'on a un défenseur qui est là, Félix Tshisekedi, qui dit « Nous avons déjà tout résolu au niveau de Luanda », c'est-à-dire, je peux rappeler pour les téléspectateurs, les internautes et téléspectatrices, qu'est-ce que la feuille de route de Luanda disait. C'est-à-dire, la RDC demandait le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Le Rwanda demandait la neutralisation des FDLR. C'est ça la feuille de route de Luanda. Et dans la feuille de route de Luanda, il y a un autre aspect concernant le M23. Il est dit clairement que le M23 c'est précantonnerait à Rumangabo, merci, à Rumangabo, pendant 10 jours pour faire le toilettage. Les Congolais du M23, puisqu'il y en a, on les enverrait à Kindu, dans les Maniema. Les étrangers qui sont dans les M23, Ougandais, Rwandais et autres, rentreraient chacun dans son pays. Alors, à partir de Kindu, on s'occuperait, le Congo s'occuperait des Congolais. Bon, alors, vous voyez que, et ça c'est un autre aspect que les gens ne voient pas, lorsque le Rwanda parle, le Rwanda ne cite jamais l'AFC. Ce sont les francophones, les journalistes francophones qui citent l'AFC. Dans la terminologie du Rwanda, l'AFC n'existait pas. Alors, donc, aujourd'hui, avec la donne, parce que même la lettre de l'invitation de Luanda, c'était adressé à Bertrand Bisimwa, comme président du M23. Mais Lorenzo, quand même... Exactement, mais ce sont un communiqué, il a dit que les autres correspondances envoyaient au FC à M23. Alors, là aussi, on peut se poser des questions. Vous pensez vraiment que Luanda est bête et idiot pour ne viser que Bisimwa, au lieu de viser Corneille Nangaa? C'est là où j'ai dit que quand on a dans l'angle anglophone, on ne parle que de M23, on ne parle pas de l'AFC. Ce sont les francophones qui ajoutent l'AFC. C'est comme cela que même quand Lorenzo rectifie, on dit non, il ne rectifie pas. Il demande que prochainement. Mais je pense que c'est un bureau d'études autour du président angolais qui sait ce qu'il fait. Alors donc, voilà un peu ce que je disais. Donc, pour les Congolais, Qatar est une avancée significative dans la mesure où Qatar revient sur le souci de Félix Tshisekedi d'un dialogue ouvert entre lui et son homologue rwandais. Voilà. Ok, est-ce que le président angolais, je parle de Joao Lorenzo, est-ce qu'il peut continuer ou abandonner cette démarche? Alors maintenant, j'ai dit que Lorenzo, c'est un général d'armée, ou il fut général d'armée. L'armée, c'est d'abord la discipline et l'honneur. Alors maintenant, ça dépend de la définition que nous... Est-ce que nous avons la même définition de l'honneur que lui? Bon, si par exemple, on lui avait déjà suggéré que non, pour décanter la situation, ils doivent d'abord se retrouver à Doha. Peut-être là, il faut dire, j'étais au courant, je continue la médiation. Mais si son honneur est blessé, il pourra dire, comme il l'avait dit bien avant, écoutez, moi je suis dans l'Union africaine, et comme il y avait des médiateurs, qu'il continue le jeu. Donc maintenant, nous devons attendre la communication de la présidence angolaise pour nous dire, soit il y a suite des négociations qui n'ont pas encore débuté, soit il dit j'ai jeté l'éponge et là Qatar revient ou continue sur sa lancée. Mais après le boycott du M23, le président angolais a fait un communiqué, il a dit que les pourparlers auront lieu même si le M23 ne sera pas là. Oui, mais il a fait ce communiqué avant même que nous parlions, avant même que nous soyons surpris tous de ce qui s'est passé au Qatar. Cela signifie, c'est ce que j'ai dit. Au Qatar, c'est deux chefs d'État qui se parlent. Et c'était la volonté de Tshisekedi. Et à Luanda, jusqu'au 15 décembre, jusqu'à la veille du 15 décembre, c'était aussi ça, les deux chefs d'État doivent se parler.
Kagame a refusé. Bon, maintenant, il y a eu, on a propulsé le M23 parce que la volonté du Rwanda, c'était de discuter avec le M23. Alors, mais vous savez aussi, la phrase de Tshisekedi, la ligne rouge ne peut pas passer le Rubicon. Bon, maintenant, avec ces rabattages de cartes, avec Doha, Qatar, Luanda, je ne sais pas quel est le processus ou quel est le lieu qu'on va privilégier. Mais c'est toujours le rapport de force. Ça montre aussi que les conflits au Congo, et notamment dans la sous-région des Grands Lacs, dépassent et le Congo et la sous-région même. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez comment les sanctions tombent, comment Qatar récupère, comment les Américains parlent. Donc, au fait, c'est des dynamiques externes à ces conflits. Et les solutions pourraient commencer par des solutions externes, extérieures, pour revenir aux solutions intérieures. Est-ce que vraiment ces boycotts, disons, qu'est-ce que ce boycott du M23 va jouer sur la sécurité ou bien la vie des Congolais dans l'Est de la RDC? Alors, la première des choses, la raison donnée par le M23 du boycott, appelons ça boycott ou de refus de se présenter, c'était que les sanctions prises contre certains de ses membres et certains officiers rwandais ne favorisaient pas les dialogues. Mais cela ne signifie pas que puisqu'ils ont boycotté, que l'Union européenne va retirer les sanctions. L'Union européenne n'est pas la première. Le département du Trésor américain avait déjà pris des sanctions contre 2 personnes. Donc les sanctions restent. Pour lever les sanctions, c'est le comportement des gens sanctionnés qui pourra passer. Mais le M23 ne peut pas dire, écoutez, comme on m'a sanctionné, je ne peux plus dialoguer. Parce que les sanctions sont des avantages. Les sanctions contre le Rwanda, c'est le peuple rwandais qui en pâtit. Les sanctions contre comment le Rwanda pourra être fier de continuer à soutenir le M23 alors qu'il est en train de subir. Le M23, on peut prendre le M23 AFC, on peut dire c'est 200 personnes, c'est 1000 personnes, mais le peuple rwandais, c'est combien? Comment on dit? C'est 12 millions, 12 à 15 millions de personnes. Donc vous comprenez qu'on peut faire la balance, mais comme j'ai dit, c'est toujours le jeu des intérêts. Si le président Kagame trouve que ses intérêts sont dans le M23 à l'AFC, il pourra encore faire tête. Parce que ces sanctions sont progressives. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le Rwanda ne s'applique pas, ne respecte pas l'intégrité du territoire national, parce que c'est ça, en fait, le vrai problème. Pour la grande partie de la population congolaise et pour le monde extérieur, la communauté internationale, le Rwanda a violé l'intégrité et la souveraineté de la RDC. Et le Rwanda doit sortir. Pour le peuple congolais qui dit que vraiment c'est une déception de voir comment est-ce que le M23 a rejeté le dialogue, parce que c'est la guerre qui va continuer, qu'est-ce que vous leur répondez? Mais est-ce que la guerre va continuer? C'est ça la question. Parce que même au Qatar, on a parlé d'un cessez-le-feu. Est-ce que la guerre va continuer? Parce que qu'est-ce qui va arrêter la guerre? Ce sont les sanctions. D'abord les sanctions. L'application des sanctions. L'application des discussions de Doha, donc du Qatar. Donc aujourd'hui, la personne sanctionnée, elle peut montrer son arrogance, mais une sanction reste une sanction. Et c'est comme, je donne un exemple. Tu es en train de tricher à l'examen, le surveillant vient, il arrache ta feuille et tu bosses, tu fais le gros dos. Mais là-bas, tu auras 0. Et ça aura de l'impact sur les résultats ou sur tes points. Donc, lorsque tu es sanctionné, c'est un problème qui pèse sur toi et sur ta façon de te comporter. Même dans le football, lorsqu'un joueur reçoit les cartons jaunes, c'est un avertissement. C'est un avertissement, mais tous ces réflexes-là diminuent parce qu'il sait que le deuxième carton jaune va donner le carton rouge. Donc, et vous voyez que des grands entraîneurs, lorsqu'ils trouvent que tel joueur a obtenu un carton jaune et il y a un match qui va suivre, il est remplacé. Parce qu'on sait que, d'abord, mentalement, psychologiquement, il est diminué et il risque, dans la colère là, il risque de faire pire. Et donc on le sort. C'est un peu mutatis mutandis, le même exemple. Le M23 AFC n'est pas le même avec les sanctions qu'on lui a infligées. Alors, dites-nous, qu'est-ce que le peuple congolais doit attendre vraiment de la rencontre du Qatar?
le souci du peuple congolais, c'est la paix. Parce qu'il y a une désorganisation totale, une instabilité totale dans les zones aujourd'hui occupées par l'AFC M23. Rien ne marche, les magasins sont fermés, les banques ne fonctionnent pas, les écoles, ça bouge. Les soucis du peuple congolais, sans parler des morts et des déplacés, des blessés, les soucis du peuple congolais, c'est que la paix revienne, que le Congo redevienne un dans ses frontières héritées de 1960. Que le Congo reste Congo dans ses frontières qui étaient là en 2020, en 2019, en 2020. Bunagana était notre poste frontalier, et Ichacha, et tout, vous pouvez tout citer. Aujourd'hui, on ne le contrôle plus. Aujourd'hui, Goma est asphyxié, les gens ne peuvent plus sortir de Goma. Les soucis du peuple congolais, que tout cela s'arrête. Que les Congolais qui sont dans l'AFC et l'M23 puissent revenir sur la table des négociations. Et qu'on trouve une solution, que la paix revienne. Voilà ce que rêve tout Congolais, toute personne qui a besoin de vivre en paix et en harmonie avec soi-même et avec le voisin. Nous sommes à la fin de cette émission, M. Nikez Kibelbel. Dites-nous ce que vous avez à dire en conclusion. Ce que nous pouvons dire, c'est que aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer le 18 mars, donc avant hier plutôt, il est difficile de projeter. Parce que nous ne savons pas si Doha est un coup de pouce donné à Luanda ou si Doha est une rupture totale avec Luanda. Nous ne savons pas encore. Nous voudrions quand même que le gouvernement congolais, le porte-parole du gouvernement congolais, puisse nous dire ce qui s'est passé. Nous voudrions aussi que la présidence angolaise puisse nous fixer. Comme ça, nous savons au moins la boussole va nous orienter vers quelle direction. Voilà, merci encore une fois d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est pour moi. Madame, messieurs, merci également de nous avoir suivis du début à la fin de cette émission. Continuez toujours à nous suivre si vous voulez vraiment des bonnes informations sur le net. C'est ici seulement WAB Info TV. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez. À tous et à chacun, au revoir.